La facture d'énergie des entreprises, on le sait, va exploser à compter du 1er janvier. Comment elles vont encaisser? C'est parce qu'une fois qu'on a dit, et on sait que cette flambée, elle est là, elle est imminente, elle nous pend au nez, comment les boîtes vont encaisser ce choc? On en parle avec vous, Jean-Marc Vittori. Bonjour Jean-Marc. Bonjour, bonjour tout le monde. Éditorialiste aux Échos, qu'on soit boulanger, qu'on soit chef d'une collectivité, ou qu'on soit dirigeant d'entreprise, c'est la question, et c'est votre votre chronique du jour dans les Échos, c'est la question que tout le monde se pose aujourd'hui: de combien est-ce que je vais me taper, quelle sera la hausse de ma facture d'électricité et comment je vais faire pour m'en sortir? C'est vrai que c'est ça qu'on entend partout. Oui, dès qu'on sort un peu de Paris, parce qu'à Paris, on a des sujets beaucoup plus importants évidemment à traiter, mais dès qu'on voit des gens qui sont dans la vraie vie, c'est de ça qu'ils parlent. Et moi, ce qui m'a frappé, c'est de voir que c'est vraiment tout milieu confondu. Vous avez dit, ça peut être le boulanger, mais ça peut être le maire d'une petite ou d'une grande ville, ça peut être le responsable d'une association qui fait de l'hébergement de personnes en difficulté, ça peut être évidemment un industriel. Et donc, quand ils se voient, la première question qui se pose, c'est: alors, comment tu vas faire, toi? Voilà. Voilà, et il faut le rappeler, les augmentations à venir, elles seront à partir du mois de janvier. Et elles sont dans des proportions qui sont délirantes. Il faut imaginer, j'ai parlé aussi avec beaucoup de dirigeants qui m'ont dit: mais moi c'est x2, x5, x10 sur la facture d'électricité. Enfin c'est juste, c'est hallucinant. Oui, c'est hallucinant et c'est sans précédent. Jamais les entreprises n'ont eu sur un poste aussi conséquent de leur budget une hausse pareille. On a vu parfois des hausses de 20, 30, 40%, mais des multiplications par 5, 10, même parfois par 50. J'ai entendu le patron d'une petite industrie qui m'a dit prix multiplié par 50. Mais comment c'est possible économiquement? C'est quelque chose qui est sans précédent. Comment économiquement c'est justifié d'avoir des augmentations aussi délirantes? Ça, c'est lié au mécanisme de fixation du prix de l'électricité, fixation au prix marginal, c'est-à-dire de la dernière unité produite. Quand la dernière unité produite est payée avec un gaz dont les prix ont complètement explosé, ça aboutit à ce genre de situation. Ouais, c'est pas le sujet du jour, mais les Espagnols et les Portugais sont sortis de ce système-là et on cherche à réformer en Europe, oui, mais on n'y arrive pas. Ça, c'est un autre sujet. Bon. C'est un autre sujet. Le sujet du jour, c'est vraiment qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui, demain, en 2023, 2023. Mais avant ça, et on en a parlé largement ici dans les Échos, j'imagine, il y a un plan d'aide, il y a un nouveau guichet, il y a 13 milliards d'euros mis par le gouvernement justement pour aider à faire passer cette pilule de l'électricité. C'est pas suffisant? Ça va être, dans certains cas, ça va être utile, mais ça ne va pas être suffisant. Alors, encore une fois, tout va dépendre des configurations. C'est très difficile à savoir exactement ce qui va se passer parce qu'il y a un certain nombre d'entreprises, par exemple, ou de collectivités locales qui ont des contrats sur 3 ans. Donc c'est à peu près voilà. Si vous avez négocié votre accord fin 2021, vous avez la paix jusqu'à fin 2024, voilà. Mais c'est très difficile de savoir ce qu'il en est exactement. 3 issues vont s'offrir aux entreprises. D'abord, face à ça, si elles le peuvent, augmenter les prix. Évidemment, elles répercutent ces hausses de la facture d'électricité sur leur prix de vente. Mais on se dit que ça alimente l'inflation, ça, au passage, évidemment. Évidemment, ça alimente l'inflation. Et encore faut-il pouvoir être en mesure d'augmenter les prix. Alors, quand on est dans le luxe, c'est pas un problème. Voilà, moi, j'ai fait récemment acheter une boîte de chocolat dans une boutique que j'ai fréquente de temps en temps, où j'étais pas allé depuis un bout de temps. Là, visiblement, l'augmentation des prix ne pose absolument aucun problème. Quand vous discutez avec un bijoutier qui fabrique des bijoux fantaisie, made in France, lui aussi, il s'inquiète pas trop de ça. Pizzeria aussi, on voit parfois pizzeria dont les prix augmentent sensiblement et vous explique sans rire, les yeux dans les yeux, que c'est parce que la farine a pris 40%. Enfin, que la farine, c'est même pas la composante principale d'une pizza, même s'il y a aussi l'électricité, même s'il y a aussi... Voilà, donc visiblement, il y a un certain nombre d'entreprises du luxe et d'ailleurs... Qui parviennent à faire passer la hausse. Alors ensuite, quand on fait passer la hausse, parfois on donne un petit coup de coude. Il y a Monsieur Plus qui passe par là, d'autant plus que pendant des années, il y a eu même une contrainte très forte sur les prix. Donc je pense qu'il y a aussi des petits rattrapages. Mais ça, donc tout le monde ne pourra pas augmenter ses prix. Mais ça, c'est une minorité. C'est ceux qui sont en situation de pouvoir de marché, comme disent les économistes. Pricing power. Voilà, c'est ceux qui ont du pricing power, qui peuvent augmenter leurs prix, mais c'est une minorité d'entreprises. Si vous prenez, moi j'ai été frappé par le cas de Duralex. Duralex, donc ça fabrique des verres, vous en avez tous eu à la cantine quand vous étiez petit, vous en avez évidemment encore chez vous. Ces verres, pour fabriquer du verre, il faut énormément d'électricité. Et donc la facture de Duralex, elle passe de 5 à 40% de son chiffre d'affaires. Donc ça voudrait dire, les maths, c'est pas très compliqué là. Il faudrait que Duralex augmente le prix de ses verres de 35%. Le problème, c'est que Duralex, il a des concurrents qui fabriquent ailleurs en Europe, et puis ailleurs dans d'autres pays où la facture d'électricité n'a absolument pas augmenté dans les mêmes proportions.
Dès que vous traversez un océan, une mer, les prix sont très très différents. Et donc, le prix de l'électricité est local. Voilà, le prix de l'électricité il est déterminé par le prix du gaz en Europe, et donc il a explosé en Europe. Ça n'est pas le cas aux États-Unis. Et en Asie. C'est beaucoup moins le cas en Asie. Donc tous les concurrents qui fabriquent ailleurs que sur le vieux continent, ne vont pas augmenter leur prix. Eux n'augmentent pas leur prix. Et donc, si vous n'êtes pas exposé à la concurrence, vous pouvez augmenter les prix de manière substantielle. Dès que vous êtes exposé à la concurrence, et la concurrence, elle peut être très latérale, à ce moment-là, ça devient impossible d'augmenter les prix, en tout cas dans la proportion de l'augmentation des coûts. Voilà. Et donc, Jean-Marc, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On prend sa perte. Mais prendre sa perte, ça veut dire accepter de rogner sur ses marges, ou ça veut dire vraiment travailler à perte? Il y a plein de, ce qui est quand même problématique. Il y a plein de cas de figure différents. Quand on va dans des PME, vous discutez avec des dirigeants de PME, ils disent l'augmentation, je pourrais la prendre sur mes marges, sauf que elle fait 3, 4, 5 ans de profit, cette augmentation. Et donc, je ne peux pas consacrer mes marges à ça. Si je consacre mes marges à ça, non seulement je n'ai plus de marge, mais je suis en perte, et en perte sensible. Et donc là, ensuite, je vais voir... Mais c'est le cas d'Uralex, qui pour le coup, ferme ses usines temporairement. Alors, soit vous pouvez prendre sur vos marges, mais là encore, il y a beaucoup d'entreprises qui ne peuvent pas le faire, soit vous arrêtez de produire, c'est ce que va faire Duralex. Moi, j'ai vu aussi une grosse entreprise française qui est dans une production qui demande beaucoup d'énergie, qui est ailleurs en Europe, qui a une usine ailleurs en Europe. Et donc, cette usine, elle est arrêtée actuellement parce que l'entreprise avait acheté de l'électricité en avance, et donc elle gagne beaucoup plus d'argent en revendant son électricité plutôt qu'en faisant tourner son usine et en vendant ses produits après. Voilà, donc là, on arrête la production, et on commence à le voir dans les chiffres. Pas tous se retrouvent dans cette situation-là pour revendre leur électricité. De production industrielle. Oui, pas tous, mais un certain nombre d'entreprises. Duralex ferme son usine de la Chapelle-Mémin dans le Loiret pendant 6 mois. Et donc, il y a un certain nombre de cas où on peut faire ça. Il y a d'autres cas où c'est beaucoup plus compliqué. Je prends une association qui fait de l'hébergement d'urgence, qui a des dizaines de milliers de personnes qui sont dans ces bâtiments. Et donc là, il n'y a pas de marge dans une association. Et donc, quand la facture d'électricité prend 5, 10, 15 millions, et que vous dépendez uniquement des dons, là, vous êtes coincé. Et donc, vous faites quoi? Donc, vous réduisez la température, vous allez réduire la température, mais donc les gens vont moins venir et vont rester davantage dans la rue, ce qui était à l'inverse de l'objectif de l'association. Donc, trois options pour les entreprises. Elles augmentent leur prix si elles le peuvent, elles prennent leurs pertes d'une manière ou d'une autre. Quand elles n'ont pas le choix, et il reste en appeler à l'État. Oui. Donc, mais on y est aujourd'hui. L'État peut faire plus que ce qu'il fait aujourd'hui. L'État a fait déjà beaucoup de dispositifs, avec des formes de prêts. Duralex a bénéficié d'un prêt pour pouvoir survivre malgré la fermeture de l'usine. Il y a donc aussi des mesures qui sont organisées en principe pour que les producteurs d'électricité limitent leur hausse. Il y a toute une série de dispositifs qui ont été mis en place. Mais donc, premièrement, c'est très difficile de cibler. On a beaucoup parlé du ciblage des mesures pour les ménages, mais le ciblage des mesures pour les entreprises est aussi extrêmement compliqué. Vous avez des gens qui sont objectivement en situation de difficulté, qui peuvent le montrer. Il y en a d'autres pour lesquels c'est beaucoup plus compliqué. Mais aujourd'hui, les dispositifs d'aide d'État qui existent sont adaptés, encore une fois, à celles et ceux qui seront vraiment dans la panade et qui sont petits? On va faire la course. C'est-à-dire qu'a priori, oui, puis on va se rendre compte que telle entreprise, finalement, elle n'y arrive pas, que telle autre entreprise, elle a une contrainte qui se passe différemment de ce qui était prévu. Donc, je pense que c'est frappant d'ailleurs de voir la différence entre la France et l'Allemagne. L'Allemagne, quand ils ont annoncé leur plan à 200 milliards, ils ont annoncé plein de mesures pour les ménages, mais aussi plein de mesures pour les entreprises. La France, on a annoncé plein de mesures pour les ménages, puis ensuite en disant, on va faire aussi pour les TPE, puis ensuite en disant, pour les entreprises un peu plus grandes, on va faire ça. La France, en la matière, et ça correspond à son histoire, à sa tradition, etc., les entreprises, on s'en occupe après, c'est quelque chose qui n'est pas très important par rapport aux ménages, aux consommateurs, aux électeurs. Donc voilà, on s'en occupe après, donc on est un peu à la course. Et donc je pense que pendant les premiers mois de l'année 2023, l'État va être à la course. Parce que ça sera le premier choc de 2023, c'est évident. C'est évident quand vous discutez encore une fois avec toute une série de responsables d'organisations publiques, privées, petites, grandes, à but lucratif, sans but lucratif, du service public ou pas, c'est vraiment la préoccupation. Et donc le premier choc, ça va être celui-ci. Qui appellera peut-être un bouclier tarifaire
pour les entreprises? Alors, aussi. il pourrait y avoir des dispositifs, l'économiste Patrick Artus, que vous recevez parfois ici, à calculer combien ça aurait coûté à la zone euro de se protéger intégralement de la hausse des prix, en disant, voilà, le gouvernement plafonne la hausse, les tarifs au niveau d'avant-crise, et ensuite, tout ce qui est au-dessus, c'est le gouvernement qui le paye par des subventions. Et donc, ça aurait fait 5% du PIB de l'Europe. C'est pas rien. C'est pas rien, c'est même tout à fait conséquent, mais en même temps, pas d'inflation, et beaucoup moins d'inflation. Et au final, quand il faudra réparer et donc, ça pourrait coûter plus cher. Exactement, parce que là, il y a un certain nombre d'entreprises qui risquent, si les mesures ne sont pas assez bien ciblées, il y a un certain nombre d'entreprises qui ont mis des décennies à se construire, à vivre, à grandir, qui risquent de disparaître, en particulier dans l'industrie, mais pas seulement. On en reparlera évidemment en début d'année. Chronique à lire évidemment aujourd'hui dans Les Échos, signé Jean-Marc Vittori. Merci Jean-Marc. Merci à vous.